l'entretien dans cette revue, on en a encore parlé dans Le Monde il y a un mois, dans un dossier sur Michéa. Donc vous voyez, cette revue, je dirais, je ne veux pas dire qu'elle jouait les paradoxes, mais comme je l'ai dit, elle avait un spectre très large, elle était très ouverte et elle attirait beaucoup. Voilà, donc ça c'est la première activité de Luc, c'est d'avoir créé et dirigé cette revue, qui était passionnante. Ensuite, il a passé des stages de survie. Entre-temps, il a accepté donc de nous faire cette causerie. Je vous ai à peu près correctement présenté, Luc, ça va? Très bien? Très bien, merci. Voilà, donc moi je vais essayer de lancer un magnéto. Je ne suis pas très fort avec les micros, alors sur les magnétos je suis franchement mauvais. Mais je vais y arriver. Je vais y arriver. Discuter du sujet qui va nous intéresser ce soir. Et donc l'intitulé de la conférence, si je me souviens bien, c'était les altercatos et la catastrophe écologique, c'est ça? C'est ça. Sujet que nous avons fixé avec Philippe il y a 2 mois et que moi je pourrais, on pourrait le renommer donc de l'écologie intégrale au transhumanisme. Parce que c'est les choses sur lesquelles je réfléchis en ce moment et ce qui me semble le plus d'actualité. Humanité, qui est paru en 1968 ou 67, je sais plus, mais bon. Ou de 68. Voilà. Donc, qui pourrait, voilà, on va dire, qui résume. Vous avez le jour, Alain, non? Je suis pas sûr. Non, mais l'idée, c'était surtout de dire que, on va dire, ces questions c'est bien posé dans le cadre de cette encyclique et depuis maintenant une quarantaine d'années. Donc l'écologie humaine, ce serait tout simplement l'idée que la manière dont on se préoccupe de l'environnement, c'est-à-dire d'essayer de le protéger, de ne pas le détruire, on pourrait essayer de réfléchir à cette question-là en ce qui concerne l'homme, tout simplement, l'homme et la femme, notamment dans Humanité, à travers toutes les questions autour de la reproduction, de la sexualité, etc. Mais pas seulement. Mais, si vous voulez, après, on pourra revenir là-dessus. Je voudrais tout de suite passer à la suite et à ce dont... Écologie environnementale, ça va bien, mais... Et puis ça ne va pas plus loin. Ça nous suffit. En fait, je pense qu'en tant que catholique, on n'a pas compris l'importance de cette encyclique. On a applaudi, tout le monde a applaudi. Elle était suffisamment consensuelle pour que tout le monde a applaudi. Mais est-ce que nous, catholiques, on s'est vraiment intéressé à cette encyclique? Pas vraiment. Donc, il y a un certain nombre de cathos, aujourd'hui, qui s'appellent les altercatos, et qui, eux, essayent d'aller un petit peu plus loin. Et Luc l'a dit, il constate la mort du politique, c'est-à-dire que... Maslow, etc., bon, il y a eu des bonnes choses, hein, mais c'est aussi l'idée que c'est l'homme qui se fait Dieu, qui est capable, qui a l'espoir de pouvoir développer des capacités comme cela sans limite. Et ça date effectivement des années 60 aux États-Unis, mais c'est au même endroit, hein, c'est la Californie aussi. Des gens qui réfléchissent dans la manière de la spiritualité. Nous ne sommes que parents et ils sont surtout avalés par... Nos parents y ont cru, nous y croyons, c'est le mythe de la croissance. Il faut aller en avant sans arrêt, toujours plus, et vous l'avez dit, sans limite. Je vais essayer d'être rapide pour laisser la parole à d'autres personnes, mais il y a plusieurs choses. Déjà, je vois très bien ce dont tu parles, en fait. Ce sentiment qu'on est face à des phénomènes inéluctables et que l'on est complètement dépassé par ça. Ce sentiment, on va dire, de découragement qui parfois peut déboucher sur la colère aussi, hein, vient du fait, selon moi,
qu'on ne s'intéresse pas assez à ces phénomènes. Et quand je dis qu'on ne s'y intéresse pas, c'est que moi je ne crois pas, on va dire, au progrès inéluctable, toutes ces visions, on va dire, de l'histoire qui sont communes au système capitaliste comme au marxisme d'ailleurs. Je pense que ce sont les hommes et les idées qui font l'histoire et voilà, on pourra rajouter aussi une dimension, d'autres dimensions, mais en tout cas, pionnier du transhumanisme et des technologies convergentes. Et ce qui est très intéressant, c'est que le point de départ de la préoccupation de Wiener est quasiment écologique, puisqu'il dit que nous devons nous adapter à un milieu que nous avons modifié. Alors en réalité, il faudrait retraduire cette phrase par « nous devons », quand je dis « nous », c'est nous tous, nous adapter à un milieu qu'ils ont modifié. Ils, ce sont les industriels qui ont transformé l'environnement. Et l'idée derrière du transhumanisme, elle est tout de suite là, c'est-à-dire que lorsque, effectivement, on vit dans un monde machine, qui est le monde dans lequel, voilà, petit à petit, on est en train de pénétrer, il faut que l'homme se mette à niveau, et donc il faut élaborer un homme-machine pour vivre dans un monde machine. Et la question du bio, quand ton fils dit que finalement le bio, tout ça, et plein de gens se disent que finalement le bio, c'est du pipeau, c'est de l'enfumage, etc. Moi je dirais, bon, ils ont tort et raison, c'est-à-dire que, mais là où, on va dire qu'en tout cas ils sont de bonne foi sur le bio, ils ont raison, c'est que ça devient de plus en plus difficile de faire du bio dans un monde où vous avez de plus en plus de mal à trouver de l'eau propre, vous avez de plus en plus de mal à, voilà, à échapper. Comment est-ce qu'on fera pour cultiver par exemple du bio lorsqu'il n'y aura plus d'abeilles, par exemple? Oui. On ne pourra plus rien cultiver quand il y aura plus. On pourra plus bien. Si, en Chine, je connais bien la Chine, c'est possible. C'est possible en Chine, il y a des régions dans lesquelles il n'y a plus d'abeilles, et bien on achète tout simplement du pollen sur Internet, et on pollinise à la main. Donc effectivement ça augmente le coût de la production des pommes, hein, mais dans le Sichuan, dans la province du Sichuan, dans certains districts du Sichuan, donc on peut toujours, il y a toujours des solutions. Et ce qui est très intéressant, c'est que, je termine juste, on va dire, mais toute l'écologie, on va dire que on va retrouver dans à peu près tous les partis politiques, cette écologie technocratique est d'accord avec le postulat, on va dire, des industriels, des amis de Norbert Wiener, c'est-à-dire qu'en gros, il ne s'agit pas de freiner ou de faire obstacle à la transformation accélérée du monde, il s'agit ben voilà, d'essayer de mettre l'homme à niveau et bon, après, on pourrait rentrer dans les détails de ces projets, etc. Mais ce qui est très intéressant, c'est que vous avez tout un pan de l'écologie qui est complètement pénétré par toute cette idéologie du transhumanisme, de la technique qui va sauver le monde. On va dire, c'est même 80% de l'écologie. Parce que de penser ces questions en termes politiques. Et quand je dis en termes politiques, et c'est là où c'est difficile pour nous catholiques, c'est de réfléchir aux contradictions qu'il y a entre le modèle économique et, par exemple, les questions qui nous sont chères sur, par exemple, la procréation médicalement assistée, etc. Parce que, après, voilà, on peut développer, mais toutes ces questions-là sont liées. Et pour les catholiques, c'est d'autant plus... c'est très difficile. C'est d'autant plus difficile que les catholiques sont malheureusement, en règle générale, des gens bien élevés. Alors, et ça, c'est le vrai problème. Parce qu'on on l'a vu pendant les manifs pour tous. Manifester, c'est bien. Quand il fallait aller plus loin, on n'était plus très nombreux. Il y avait encore des identitaires, il y avait la... Empire du bien. Donc là, on rejoint Philippe Muret, si vous voulez, mais ce que décrit Philippe Muret quand il parle d'empire du bien, c'est-à-dire la disparition de toutes les contradictions, de toutes les oppositions, ça peut séduire un certain nombre de chrétiens, ça séduit beaucoup de chrétiens, beaucoup d'industriels catholiques aux États-Unis, etc. Mais ça peut tout à fait en séduire aussi en France. Donc, il y a une légende urbaine que je ne sais pas si vous avez la réponse, mais qui prétend que la plupart des pontes de la Silicon Valley mettent leurs enfants dans des écoles non, ça c'est vrai, oui, bien sûr. Non connectées. Là, donc ça veut dire, si c'est vrai, ça veut dire qu'en fait ils n'y croient pas vraiment. Ils sont à l'école Montessori.
Je pense que alors ça c'est vrai, c'est documenté. Là j'ai un livre sur voilà, le désastre de l'école numérique où j'ai le nom de l'école. J'avais pas envie de dire Non, j'ai le nom de l'école. Alors je l'ai pas là en tête, mais je pourrais vous le retrouver, le nom de l'école, le nom des dirigeants d'Apple, de Facebook, etc. Effectivement, qui mettent leurs enfants dans une école. Alors c'est pas une école Montessori. Non, mais c'est une école non connectée. C'est une école Steiner. Mais en tout cas, effectivement, il n'y a pas de tablette, il n'y a pas d'ordinateur. Alors que Najat veut mettre des tablettes dès le primaire dans toutes les écoles. Je pense, sur cette question-là, je pense qu'il n'y a pas de contradiction. Je pense qu'il n'y a pas de contradiction parce que, entre ce que je viens de dire, c'est-à-dire le discours messianique pour le bien, et le fait qu'ils cherchent à préserver leurs enfants de ces saloperies, hein, parce qu'il faut les appeler telles qu'elles sont, et qu'ils cherchent à les mettre à l'abri. Ils cherchent à les mettre à l'abri, pourquoi? Parce qu'ils voient très bien ce que ça fait, ce que ça produit. Maintenant, pourquoi il n'y a pas de contradiction? Parce que le fin mot de l'histoire, si vous voulez, c'est que l'idée de l'homme augmenté et l'idée du transhumanisme, c'est une réponse à un certain nombre de problèmes qui sont vus comme tels, en tout cas, par les tenants, on va dire, du transhumanisme, par exemple la question de la surpopulation, entre guillemets, ou du fait qu'un nombre croissant de personnes deviennent superflues. Alors je m'explique, ça peut paraître... Uber, c'est les taxis qu'on a peut-être déjà pris. Donc il y a déjà un premier mythe sur Uber, c'est qu'en fait leur succès vient du fait. Alors bon, déjà il y a une première chose qui est vraie, c'est que pour ceux qui utilisent les taxis à Paris, alors je sais pas comment c'est à Marseille, mais effectivement les taxis Uber sont beaucoup plus polis, aimables, etc. Et que effectivement les taxis traditionnels c'est une corporation qui est souvent très pénible, etc. Je dis pas le contraire, mais déjà, il y a une première chose qui est fausse, c'est que l'idée c'est que Uber est une entreprise qui est très compétitive et que les courses en Uber coûtent moins cher que des courses en taxi, tout simplement parce que voilà, ça met directement en relation les clients avec les choses. C'est faux. C'est faux parce qu'une course Uber coûte beaucoup plus cher que ce que vous allez donner au chauffeur. Tout le monde voit ce que c'est Uber, j'ai pas besoin de réexpliquer avec une application. La course coûte beaucoup plus cher. Qui paye la différence ? C'est la société Uber. Comment est-ce qu'elle la paye? Elle la paye avec tous les financements qui viennent de milliardaires de Dubaï, de fonds de pension, d'oligarques russes, etc. Et qui déversent des milliards et des milliards, c'est absolument astronomique, à fonds perdus dans cette entreprise jusqu'à ce qu'elle arrive à ses fins. Donc sur l'année 2016, Uber, le chiffre d'affaires, en tout cas les bénéfices, non pas les bénéfices je crois, en tout cas voilà, je sais que les pertes d'Uber sur 2016, c'est 2 milliards d'euros. Alors que c'est dans une croissance absolument phénoménale. Pourquoi? Parce que à chaque course d'Uber, l'entreprise perd de l'argent. Les courses coûtent plus cher que ce qu'elles... alors, quel est le but d'Uber? Ah oui, alors ce qui est très intéressant aussi, c'est sur la transformation de l'économie que ça induit, hein, parce qu'on parle d'ubérisation, parce que ce modèle-là est appelé à s'étendre. Il y a eu un rapport qui a été fait en janvier. Un chauffeur d'Uber gagne 1 300 € net par mois, en moyenne, pour 60 heures de travail, sans cotisation retraite, sans protection sociale. Et c'est net, hein, une fois qu'on a défalqué les frais d'essence, d'entretien de la voiture, etc. Soit 1 300 € pour 60 heures de travail. Il n'est pas étonnant aussi que Uber, en France, s'installe aussi dans des grandes villes où vous avez des masses de chômeurs et que ce soit prioritairement, on va dire, la population issue de l'immigration qui soit ciblée par cette entreprise. Parce que c'est là où vous comprenez, en fait, quand vous réfléchissez un petit peu, vous avez lu Christophe Guilluy, que pourquoi est-ce que les choses s'agencent de cette manière-là? C'est que ça fonctionne aussi parce que vous avez une population corvéable, à merci, et qui est prête à accepter n'importe quoi pour pouvoir bosser, tout simplement. En tout cas pour ceux qui veulent essayer de s'en sortir, etc. Et retrouver, on va dire, un semblant de dignité par le travail, puisque en fait on nous explique qu'il n'y a plus de dignité que par le travail. Et pourquoi est-ce que Uber dépense des milliards à fonds perdus? Parce qu'en même temps, cet argent, il l'investit aussi dans la recherche, sur la voiture, mais ça vous le savez, la voiture sans chauffeur, et que quand on nous vante le modèle d'Uber, et on nous dit oui, mais Uber, finalement, il va y avoir des concurrents qui vont se mettre en place, hein, parce que quand même, avec le système capitaliste, la libre concurrence, etc. Mais le problème, si vous voulez, c'est que le pouvoir de négociation des chauffeurs, qu'est-ce qu'il va valoir contre des voitures qui seront complètement automatisées? Et ça existe déjà, il y a un certain nombre de villes aux États-Unis où c'est en train d'être expérimenté. Et en fait, Uber n'est économiquement viable que si toute sa flotte de voitures
est constitué de voitures sans chauffeur. Donc si vous voulez, Philippe me posait la question par rapport à la question des superflus, c'est-à-dire le fait que vous avez une masse croissante de la population qui ne retrouvera jamais de travail et qui est superflue. Alors qu'est-ce qu'on fait de cette population? D'une part, on lui donne le revenu universel pour pas qu'elle se révolte, mais en même temps, vous avez une fraction de la population qui s'augmente, et vous avez, si vous voulez, il y a une manière de penser les choses que je trouve lapidaire, mais qui est assez juste, c'est-à-dire qu'on va passer de la lutte des classes à la lutte des espèces. C'est-à-dire que vous avez une partie de l'espèce humaine qui va se dissocier de la masse générale qui n'aura pas les moyens de s'augmenter, et qui va rester, on va dire, dans notre piètre médiocre humanité, et vous avez une partie de l'espèce humaine qui va s'augmenter. Tout ce que je dis, c'est très concret, c'est très réel, et cette partie de l'humanité qui s'augmente, d'une certaine manière, oui, on va dire, où va être en lutte contre les superflus, les inutiles, qui en plus polluent la planète. C'est pour ça que, si vous voulez, la question écologique, elle est présente partout. Et qu'on ne peut pas l'envisager d'une autre manière que celle de l'écologie intégrale. C'est-à-dire que ces superflus... alors, Julien, tu voulais dire quelque chose? Ouais. Ces superflus polluent... c'est-à-dire que vous pouvez, on va dire, essayer de trier entre les bons et les mauvais usages. Alors, quand on entend qu'est-ce qu'on entend par la technique? L'homme, on peut dire d'une certaine manière que l'homme est un être de technique, c'est-à-dire qu'en fait, depuis que l'homme existe, il manie, il utilise la technique. Depuis que, par exemple, on utilise des pierres taillées, ou par exemple, un marteau est un outil technique. Un marteau, ça peut servir à enfoncer des clous, ça peut servir à enfoncer des crânes aussi. Donc, vous comprenez ce que je veux dire par là, c'est-à-dire qu'il y a les deux usages. Et on a toujours les deux usages. Je pense que la question qu'il faut se poser avec la technique, c'est pas de savoir si elle est bonne ou mauvaise, parce qu'elle est toujours bonne et mauvaise. Elle est toujours bonne et mauvaise, parce qu'on a toujours le bon et le mauvais usage. La question en gouvernance, c'est vraiment très importante. Ce qui est important sur la technique, et encore plus sur la technologie, parce que c'est pas la même chose, c'est que la technique, elle transforme le monde, et elle le transforme dans une certaine direction. Maintenant, si on passe de la technique à la technologie, qu'est-ce que moi j'entends par la technologie, si vous voulez? La technologie, c'est en quelque sorte la fusion de la science et du capital. C'est-à-dire que d'un côté, vous avez la science qui peut tout, mais en même temps qui ne peut rien sans le capital. Donc à un moment, vous avez la fusion des deux. Je pense par exemple à l'énergie atomique ou l'informatique, etc. Sans le capital, si vous voulez, si vous n'avez pas... Ou Uber, par exemple, très bon exemple hein, qu'on a donné. Si vous n'avez pas des milliards et des milliards qui sont investis, ça ne peut pas, comment dire, ça ne peut pas aboutir. Et je pense que c'est comme pour la mondialisation, si vous voulez. La question, c'est pas de savoir si la mondialisation elle est bonne ou si elle est mauvaise. La question, c'est de savoir à qui elle profite. La mondialisation, elle est très profitable pour, on va dire, ce qu'on appelle, ce qu'on avait appelé à une époque les élites mondialisées, c'est Chevènement qui disait ça, et elle est très, comment dire, très préjudiciable à des catégories importantes de la population. Donc on ne peut pas dire qu'elle est bonne ou mauvaise, elle est bonne pour certaines et mauvaise pour d'autres. Et sur la technologie, c'est d'une certaine manière la même chose, c'est quand elle transforme le monde, d'une certaine manière. Le fait de... comment dire, le programme sur l'école numérique qui a été lancé en septembre 2016 par le ministère de l'Éducation nationale, tout le monde se pose la question, ah oui, mais alors, est-ce que les enfants vont faire bon ou mauvais usage des tablettes? Non, la question c'est pas ça, c'est qu'en fait, le fait de remplacer les livres par des tablettes, par des outils tactiles à l'école, ça transforme la manière d'enseigner, et ça la transforme d'une certaine manière. Alors après, sur la technique ou la technologie, il y avait un penseur qui était intéressant, qui s'appelle Ivan Illich, qui a réfléchi justement aussi sur de savoir... alors lui, il a un concept sur la convivialité, c'est-à-dire Illich, et puis il y en a d'autres, il y a Charbonneau aussi qui a pensé là-dessus, c'est-à-dire de savoir aussi comment arriver à avoir un bon discernement aussi sur la technique, sur l'usage de la technique. Et si vous voulez, la manière qu'ils ont eu de réfléchir là-dessus, c'est de savoir, si vous voulez, à quel moment, on va dire, les outils techniques et technologiques, mais surtout technologiques, à quel moment est-ce qu'ils prolongent nos capacités, ou à quel moment est-ce qu'ils s'y substituent. Moi, quand je fais mes stages de survie, ou que, on va dire, je pars dans la nature avec des gamins, etc., un des topos que je leur fais, c'est une réflexion sur l'outil. Et je leur demande de ramasser un caillou, et puis de sortir le smartphone qu'ils ont dans la poche, parce qu'ils ont 12 ans,
mais ils ont tous des smartphones dans la poche. Hein. Et je leur demande de réfléchir un petit peu sur les différents usages qu'il y a entre les deux et les différences qu'il y a. On va dire l'un renferme une puissance quasiment infinie, l'autre, on va dire, c'est juste un morceau de pierre qui est cassé en deux, on va dire, qui a donc un fil tranchant. Il y en a un qui va être, ça c'est Fabrice Adjach qui m'a aidé à réfléchir un petit peu là-dessus, il y en a un qui est un outil maniable, l'autre qui est un outil manipulable. L'outil maniable, c'est la pierre taillée, pour lequel on va devoir utiliser son énergie métabolique pour pouvoir l'utiliser, c'est-à-dire son énergie musculaire. On va être obligé d'utiliser sa tête, ses connaissances, et puis il va falloir apprendre à s'en servir. Donc ça va être un outil avec lequel on va avoir un rapport, on va dire, très riche et qui va prolonger nos capacités. De la même manière que des lunettes, et ces questions sont très importantes, parce que si vous voulez, les transhumanistes eux-mêmes jouent sans arrêt là-dessus. Ils disent oui, mais de toute façon, la paire de lunettes, c'est déjà l'homme augmenté. Mais non, la paire de lunettes, si vous voulez, elle ne se substitue pas à nos capacités, elle prolonge en quelque sorte, elle prolonge, elles augmentent, ou elles prolongent, oui c'est ça, ou elles multiplient nos capacités. Mais elles ne se substituent pas à un certain nombre de capacités, ou elles ne nous donnent pas des capacités que nous n'avons pas. Et quand je donne cet exemple aux enfants sur le smartphone et sur la pierre taillée, c'est volontairement caricatural si vous voulez, mais c'est pour les aider à réfléchir. Le smartphone en revanche est un outil qui n'est pas maniable, qui est manipulable, c'est-à-dire qu'en fait on n'a besoin que du pouce pour s'en servir. Effectivement, on n'a pas besoin de beaucoup réfléchir parce qu'il a sa propre intelligence artificielle, ses propres algorithmes, etc. Et puis il est relié au monde machine, c'est un moyen de se relier au monde machine. Et effectivement, la puissance qu'il renferme, elle est infinie, mais le rapport que nous on entretient avec lui, il est très pauvre. Donc la question c'est de savoir, est-ce qu'un certain nombre d'outils technologiques, est-ce que ça nous rend plus humains? Est-ce que ça augmente, est-ce que ça prolonge, on va dire, nos capacités, comme le vélo par exemple, un vélo augmente nos capacités, mais dans le bon sens du terme, c'est-à-dire qu'en fait, ça nous permet d'aller plus vite, et ça, si vous voulez, ça reste dans l'ordre du commensurable. Pour moi, un smartphone, c'est incommensurable. C'est complètement incommensurable. Un vélo, c'est commensurable. C'est-à-dire qu'un vélo, je peux effectivement le réparer, je m'en sers avec ma propre énergie. Voilà, le smartphone, si vous voulez, la puissance est infinie, mais la question qu'il faut se poser, c'est le rapport qu'on entretient et dans quelle mesure est-ce que ça ne nous ampute pas d'un certain nombre de capacités. Juste une dernière chose, parce que sinon je ne m'arrête plus, les chauffeurs des taxis, avant, utilisaient leur mémoire pour s'orienter et pour amener leurs clients à destination. À partir du moment où ils ont eu un GPS, ils ont utilisé, on va dire, le GPS qui les a guidés, et ça on l'a observé, il y a eu des études scientifiques qui ont été faites, c'est que on a un côté, si vous voulez, et ça les transhumanistes le nient, c'est qu'on a un corps qui est fait de chair, de cellules, de connexions nerveuses, et eux justement nient la matière, ils nient la chair, c'est vraiment la particularité des transhumanistes. Et donc, lorsqu'un chauffeur de taxi utilisait sa mémoire, ça créait des connexions nerveuses et en quelque sorte, il développait une capacité d'orientation, de mémoire, etc. À partir du moment où il utilise systématiquement le GPS, effectivement, il ne se trompe plus. Mais cette partie-là de son cerveau, et ça on l'observait très concrètement, elle s'atrophie. Elle s'atrophie littéralement, et le jour où il n'a plus son GPS, et son sens de l'orientation a régressé par rapport à ce qu'il était. Voilà. Comme Wikipédia. Oui, comme Wikipédia, et puis on pourrait multiplier les exemples là-dessus. Je ne sais pas si j'ai répondu à...